bonjour à tous, donc Thibaut Daubon. Je suis Product Owner, j'ai été Scrum Master à une époque, et aussi formateur en agilité, et je travaille en ce moment chez Enedis, au sein d'un projet qui s'appelle La Manufacture, qui est bien présenté par là. Voilà, et il faut faire attention parce que le mec qui est affiché ici, c'est pas du tout un expert du design thinking, c'est juste une petite passion qu'il a de son côté. Sa parole n'est pas du tout source de vérité, et bon, c'est sa vision personnelle de ce qu'il pense du design thinking, donc n'hésitez pas à avoir une autre vision que la sienne. On va... Vous m'entendez bien avec le micro, sans micro, ça va? Il faut le coller en fait. Le micro. Ok, ah oui, marche mieux. Donc on va voir ensemble cette conférence autour de 3 points. Donc déjà tous les concepts qui vont autour de la pensée créative, traduction du design thinking, le design thinking en pratique et des exemples d'ateliers autour du design thinking. C'est verbeux, je voulais juste lire, c'est les définitions du design thinking. En gros, c'est la capacité à produire des idées innovantes et originales qui s'est centrée autour de l'humain en particulier. Donc définition de l'OCDE et de l'Université de Pennsylvanie. Alors pourquoi l'Université de Pennsylvanie? Aucune idée, mais j'ai trouvé. Avant de parler du design thinking, du coup, je vais vous parler des approches de développement logiciel. Alors, on n'en a pas souvent entendu parler, mais je vais vous parler de 3 approches. L'approche causale, le Lean Startup et l'approche effectuelle. Et je pense que la toute dernière, elle doit vous être complètement inconnue. En France, on ne les connaît pas trop. L'approche causale, c'est l'approche qu'on connaît bien tous avec le cycle en V, le waterfall et autres. C'est quelque chose qui est défini avec des roadmaps, avec du business model, avec des risques, la gestion des risques, avec des retours sur investissement, il faut bien les calculer avant de lancer des projets, avec la planification de tous les besoins, et une fois qu'on a tout planifié, on peut lancer les développements. Seulement en ce moment. Ça on connaît. Le Lean Startup, c'est une approche de développement logiciel qui est arrivée un peu plus tardivement sur justement toutes les startups qui ont voulu lancer leur projet. Et donc, leur principe, c'est d'abord identifier un client cible. Donc j'identifie mon client et je l'aide à savoir ce qu'il veut. Et une fois que j'ai aidé à savoir ce qu'il veut, je réalise un MVP, donc le Minimum Viable Product, donc un petit échantillon, une petite partie du produit, et j'itère. Et j'itère, et j'itère, et j'itère, et au final, j'ai une belle application. L'approche effectuelle, elle va encore au-delà de ça. L'approche effectuelle, c'est on démarre avec ce qu'on a. C'est le principe du frigo. Dans le frigo, en approche causale, c'est j'ai envie de faire un gratin, qu'est-ce qu'il me faut? Allez, je vais chercher mes ingrédients. Ah zut, j'ai pas de pâte. Ah zut, j'ai pas de crème. Ah zut, j'ai pas de ça. Donc je vais aller en acheter. L'approche effectuelle, je rouvre mon frigo. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, ça et ça. Je vais pouvoir faire un gratin. On saisit l'opportunité. On définit aussi la perte acceptable. Plutôt que de parler de gestion des risques, on va regarder qu'est-ce qu'on peut se permettre de perdre. C'est la démarche qu'ont certains entrepreneurs qui se disent « Tiens, je vais lancer ma boîte, je me donne 6 mois, et si dans 6 mois je n'ai pas réussi, je retourne sur le marché du travail. » On va parler aussi de co-construction. La co-construction, c'est construire aussi son application au fur et à mesure. On va rencontrer des gens et puis on va leur dire « Tiens, en fait, je travaille sur un truc, est-ce que tu veux pas m'aider? Parce que j'ai vu que toi, tu avais ça comme compétences et autres, viens m'aider. » Je co-construis. On va tirer parti des surprises. C'est le fameux proverbe anglais « Si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. » On ne pourra jamais éviter les risques, on ne pourra jamais éviter les pièges, donc autant rebondir dessus. Et le dernier principe, on va construire sa trajectoire. On a beau avoir une vision là-bas de où on veut aller, on a beau avoir une vision de là où on veut aller, l'important c'est surtout de maintenir le trajet, maintenir la route. On va peut-être pas aller exactement au même endroit, on va peut-être dévier, mais surtout, pas d'accident, on maintient sa route et on refait sa trajectoire. On appelle ça effectuel par rapport à causal, parce que dans le causal, on va chercher les causes qui vont nous mener à notre objectif, alors que dans l'effectuel, on va chercher les effets
que l'on peut produire avec ce qu'on a. Je répète ici. Donc j'ai un objectif, de quoi ai-je besoin pour remplir cet objectif, versus j'ai quelque chose, qu'est-ce que je peux faire avec ce quelque chose? Donc par exemple, dans l'idée de la refonte, j'ai un site internet, ok, qu'est-ce que je vais en faire pour pouvoir avoir plus de clients? Non, c'est pas ça. J'ai un site internet, qu'est-ce que je peux en faire tout court? Ben, je peux en faire un site vitrine pour quelque chose. Je peux faire des flyers pour avoir plus de personnes sur mon site. Ou je peux tout simplement le vendre à quelqu'un, parce que c'est aussi une possibilité, et on aura de l'argent derrière. En tout cas, le logique effectual, normalement, nous ouvre plus de possibilités que ce qu'on pourrait faire avec la logique causale. Petit tableau récapitulatif, et je vais vous demander de participer. On va essayer de positionner Scrum et l'agilité sur ce tableau. Pour vous, Scrum, au niveau du point de départ, est-ce qu'on le place en logique causale ou en logique effectuelle? Effectuel. Causal. Tout à fait, causal. Scrum, typiquement, on dit que pour faire un sprint, il nous faut simplement un objectif et des personnes pour le remplir. Deuxième ligne, Scrum, on le met où? Prévisible et modélisable ou inconnu et à co-construire? Causal aussi. Ah. Bah, ça dépend si on début ou au point, non. Non, c'est causal. C'est prévisible et modélisable. On fait un sprint, on le remplit, on sait où on va, on sait ce qu'on produit. Mais à chaque fois, tu sais pas ce que tu produis à la fin de l'année. On peut le tendre vers là. Sur l'approche du risque, où on met Scrum? Entre les deux. Ouais, c'est plutôt calcul et minimisation du risque quand même. On planifie quelque chose, on essaie de faire en sorte qu'on mette les tickets les plus risqués en premier pour minimiser les impacts qu'on va avoir. On est clairement sur la minimisation du risque. La stratégie. Effectuel. Ouais, non, effectuel. On est dans les interactions, on est dans l'ajustement, on est dans l'opportunité. On va changer ce qu'on a dans le sprint pour pouvoir avoir vraiment le périmètre qu'on souhaite. Le mode d'action. Alors là, Effectuel. ouais, effectuel. Cycle d'itération adaptatif. Et les outils privilégiés, Effectuel aussi. effectuel aussi. Donc MVP, feedback, co-création, tout ça. Le design thinking, lui, il se place là. C'est du full effectuel. Complètement. Voici quelques exemples d'entreprises qui avaient une logique causale. Kodak, qui a refusé de changer son marché en disant non, l'appareil photo, ça va continuer, on n'aura plus jamais de numérique, c'est faux. Raté. Nokia, leader de marché sur les premiers téléphones, qui a vu les smartphones arriver et a dit ça marchera jamais, on refuse de changer. BlackBerry, les touches, c'est la vie. Raté aussi. Par rapport à la logique effectuelle, Airbnb, ils ont débuté tout simplement en louant un matelas qu'ils avaient dans leur appartement. Puis les gens leur ont dit, bah écoute, ça serait bien qu'on puisse louer ton appartement complètement. Ben ouais, ok, ben j'ai un appartement, je le loue. Et puis, vous n'avez pas des appartements loués? Ouais, vous les mettez sur la plateforme, et voilà. Google, c'était tout d'abord, parce qu'il y en a qui savent, juste un papier de recherche sur comment optimiser un système de recherche. Une thèse. Et Amazon, Des livres, je sais pas quoi. Amazon, il a commencé à vendre des livres depuis son garage, en les envoyant le plus rapidement possible aux gens qui les achetaient. Et puis, il a commencé à se développer, on ajoute des différents marchés, différentes structures, différentes choses, les marketplaces maintenant, et voilà. Alors par contre, maintenant, Amazon, on est clairement dans la logique causale. C'est du mastodonte, et ils parlent plus sur les opportunités. Ils achètent les opportunités, ils récupèrent. Et d'ailleurs, peut-être Kodak, Nokia et BlackBerry, à l'origine, ils étaient peut-être effectuels quand ils ont... C'est connais pas leur... c'est plus des structures avec des hiérarchies et des processus qui ont dit c'est comme ça qu'on fait et on ne change pas la chose. Donc voilà des exemples.
Et maintenant, on va passer sur le design thinking en pratique. Le design thinking, c'est tout simplement 5 étapes qui s'enchaînent. La première s'appelle s'identifier, empathize en anglais. Donc, avoir de l'empathie. Trouver auprès de ses utilisateurs comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, de quoi ils ont besoin, comment ils agissent, connaître les personnes avec qui on va travailler. Un exemple clair d'étape d'empathie qui a échoué, c'est les Google Glass. Les Google Glass, Google a dit tiens, on va lancer un super truc, des lunettes, on va tous les porter, et puis on va pouvoir filmer les gens, et puis on va pouvoir parler à nos lunettes, et puis il y a des choses qui vont s'afficher là. Et les gens, ils n'ont pas sondé, ils ne se sont pas rendus compte qu'en 2012, on a l'air complètement débile de parler de nos lunettes. Eh, salut, affiche-moi. Non, ben non, dans la rue, on ne fait pas ça. Et puis d'autres personnes qui ne voulaient pas être sans arrêt filmées et autres par les Google Glass. Conclusion, échec complet. Définir, le but, ça va être de définir le problème général. Une fois qu'on a compris comment les utilisateurs fonctionnent, on va pouvoir définir avec eux ce qu'ils veulent. Imaginer, principe d'idéation qu'on retrouve dans beaucoup d'ateliers. Le but, c'est trouver toutes les idées possibles et imaginables, même les plus farfelues, pour remplir un objectif. Prototyper, ben, une fois qu'on a nos idées, on va essayer de les prototyper, donc les rendre concrètes le plus vite possible. Et une fois qu'on a notre prototype, on teste. Et chaque étape va pouvoir faire du feedback. Donc avec le test, on en apprend plus sur les utilisateurs. Avec le test, on va pouvoir trouver de nouvelles idées. Avec le test, on va pouvoir redéfinir de nouvelles problématiques. Avec les prototypes, on peut faire aussi naître de nouvelles idées. Et toutes les étapes interagissent entre elles. Vous allez pouvoir trouver aussi sur Internet, en cherchant du design thinking, plein d'autres visualisations, comme celle-ci, avec un joli cycle infini, ou celle-ci avec un joli cercle et en plus une 6e étape d'implémentation, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors pourquoi j'ai choisi l'étape toute bête du linéaire? Parce qu'effectivement c'est joli. J'ai choisi ça tout simplement parce que ça s'intègre parfaitement dans l'autre principe qu'on a du design thinking, le processus en double diamant. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Processus en double diamant, on a deux espaces, l'espace du problème et l'espace de la solution. On part d'un problème général, on diverge à fond pour trouver tous les problèmes qui en découlent, on converge, une fois qu'on a fait tout ça, vers un problème spécifique, et une fois qu'on a un problème spécifique, on diverge pour trouver plein de solutions, et une fois qu'on a la solution qu'on veut, on converge pour trouver la solution spécifique. Et ça s'intègre parfaitement avec les différentes phases qu'on a. Les 10 règles du design thinking. N'ayez pas peur du jugement. Vous énoncez vos idées, vous parlez avec les autres. Il n'y a pas d'idées débiles. Tout est bon à prendre. Il ne faut pas avoir peur. Encouragez les idées folles, ce qui va avec d'ailleurs. C'est en encourageant les idées les plus folles qu'on trouve de l'innovation. Et l'innovation, ça crée de l'engagement auprès des utilisateurs. Trompez-vous tôt et souvent. Le fail fast, c'est un peu le cœur de beaucoup de choses. Si vous vous trompez tôt, vous n'aurez pas perdu toute la phase qu'il y a avant, une fois que vous êtes trompé tout à la fin. Vous dites, allez zut, je recommence et j'ai perdu 6 mois. Si je me trompe tout de suite, j'ai perdu 2 jours. Et si je me trompe souvent, j'ai perdu plein de fois 2 jours. Non, j'ai pas perdu, effectivement. J'ai pu apprendre de mes échecs. Et on construit ses idées à partir de celles des autres. Parce qu'on ne parle pas de voler les idées, mais on va enrichir les idées, on va partager ses idées. On a chacun une manière de penser, et donc en partageant nos manières de penser, on va pouvoir construire ensemble. On reste visuel, toujours, dans le design thinking. Parce que quand on imagine des choses, chacun va l'imaginer d'une manière très différente. Si on arrive à le poser de manière visuelle à un endroit, tout le monde va aller dans le même sens.
Et on va pouvoir en réfléchir au fur et à mesure. On reste centré sur l'utilisateur, parce que c'est, je rappelle, une démarche qui est quand même autour de l'utilisateur. Le but, remplir le besoin utilisateur. On reste concentré sur le sujet. Et là, j'en vois là-bas qui diront « Mais toi, tu restes pas concentré sur le sujet. » Non, jamais. Pas possible. Mais on reste concentré sur le sujet. On essaie de ne pas sortir des zones dans lesquelles on est. Et on maintient une seule conversation à la fois. On essaye que toutes les personnes qui participent à l'atelier soient sur un point spécifique. Et une fois qu'on a adressé ce point, on change de point. On recherche la quantité. Ici, on n'est clairement pas sur la qualité, on est sur la quantité. Plus on trouve d'idées, et plus il y en aura forcément une dans le lot qui sortira du lot et ce qu'on voudra faire. On ne cherche pas la qualité initialement. Et surtout, on essaie de savoir toujours où on en est dans le processus. Donc parmi les 5 premières étapes, ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer des solutions alors qu'on est encore en train d'essayer d'étudier les utilisateurs. On n'est pas encore dans cette étape. Et le plus important, le design thinking, on doit pouvoir changer son état d'esprit. Il faut arrêter de dire « on l'a déjà fait, ça n'a pas marché !» et partir sur « ah ouais, pas mal !» et puis, et on va continuer là-dessus. Par exemple, sur des idées de refonte, tiens, et si on changeait la page d'accueil, on changeait la couleur, histoire que ce soit plus joyeux, que les gens viennent « non, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché !» Ouais, on change la couleur, et puis en plus, on l'adapte en fonction des saisons, elle change complètement. Ah ouais, en fonction des saisons, et puis en fonction des événements, la page d'accueil est différente, et les gens reviennent. On a rebondi sur une idée, et on enchaîne. Jusque-là, ça va? Quelques exemples d'ateliers qui vont vous permettre de faire du design thinking. Sur la première phase d'identification, donc d'empathie, moi je vais vous parler principalement de l'observation. C'est le fameux vie ma vie qu'on peut voir parfois avec les utilisateurs. Donc accompagner les utilisateurs sur le terrain, observer leur comportement, regarder comment ils utilisent l'application. L'application, alors ça marche aussi pour d'autres. Regardez comment les utilisateurs d'un service client se comportent dans une file d'attente, ça marche aussi. Retour d'expérience personnelle, j'ai travaillé à une époque à la SNCF avec les agents de la sûreté ferroviaire et on leur a fait une application qui leur permet de saisir le compte-rendu de leur journée. Et c'était très très long pour eux de saisir un compte-rendu journalier parce que tout ce qu'ils voient dans la journée c'est compliqué. Et donc ils voulaient une application terrain pour pouvoir saisir au fur et à mesure toute leur journée. Et en allant sur le terrain avec eux, on a appris que les agents de la sûreté ferroviaire n'ont pas le droit d'avoir une main, enfin d'avoir les deux mains prises. Ils doivent toujours une main libre pour pouvoir au cas où sortir la matraque ou le flingue et agir. Obligatoire. Donc on a changé complètement d'avis. Au début on était parti sur une tablette. Non, pas tablette. Du coup ils ont un PDA qui est intégré sur leur bracelet et ils peuvent le faire à une seule main. Et du coup ils sont toujours prêts à agir. Donc d'autres possibilités, les cartes d'empathie, pour certains qui les connaissent, les personas, on pourra en reparler plus tard autour d'un verre. Par rapport aux agents SNCF, c'est en vous les observant directement que vous avez constaté ça ou c'est en prenant leur retour? On était sur le terrain avec eux et on s'est demandé au bout d'un moment, mais pourquoi vous avez toujours les mains en fait, on n'a pas le droit d'avoir une main pas occupée. Ah ouais, ça va être compliqué du coup la tablette. Mais on était parti effectivement au début sur une application tablette. Donc on échangeait application smartphone, PDA, et qui se tient à une main et on peut saisir directement. Pareil, par la suite, on a vu aussi que les boutons qu'on avait d'utilisation, il fallait absolument une customisation gaucher-droitier pour avoir le bouton d'action qui soit du côté du pouce qu'il utilise. La phase de définition. Donc le but, c'est de comprendre et d'aller définir le besoin avec les utilisateurs. L'atelier que je préfère, moi, c'est les 5 pourquoi. Est-ce que vous le connaissez? Il y a plein qui doivent le connaître. Le but, poser sans arrêt la question pourquoi, pour comprendre le besoin fondamental, le besoin qu'il y a tout derrière. Par exemple, sur mon site internet, mes utilisateurs ils ne restent pas sur ma page. Pourquoi? Parce que c'est trop long, ils cherchent pas, ils ne trouvent pas ce qu'ils trouvent. Pourquoi?
Parce qu'il y a trop d'options et ils n'arrivent pas à cliquer au bon endroit. Pourquoi il y a trop d'options? Trop d'options parce qu'on fait trop de choses en fait. Mais pourquoi vous faites trop de choses? On a voulu se diversifier alors qu'en fait notre cœur de métier c'est la réservation hôtelière. Écoute, fais une simple page avec un seul bouton, un seul clic, les utilisateurs ils vont rester. Atelier d'idéation, faire naître des idées. On a le brainstorming qui est très connu et très simple, et on a le brainwriting que je préfère. Principe tout bête, chaque participant va écrire ses idées sur un post-it ou autre. On passe le post-it à son voisin prend le post-it, fait et j'enrichis le post-it avec mon idée, et je le passe au voisin. Et il enrichit le post-it avec son idée. Et on continue comme ça, chacun écrit des post-it et on enrichit tous les post-it. Il y a d'autres méthodes, Scamper, qui est assez connu aussi, pour substitute, combine, adapt, modify, put to overuse, eliminate, reverse. On va prendre chaque fonctionnalité et on va dire, voilà, cette fonctionnalité, par quoi est-ce que je peux la remplacer? Ah ouais, je peux la remplacer par ça. Cette fonctionnalité-là, avec quoi je vais pouvoir la combiner? Ah oui, si je la combine avec ça, ça donne autre chose. Cette fonctionnalité-là, comment je vais pouvoir l'adapter? La modifier, la mettre dans une autre utilisation. Prototyper. Prototyper, c'est pas forcément sur un produit numérique. On peut faire des maquettes papier. On peut faire des storyboards. On peut bricoler des objets. On peut faire du jeu de rôle, notamment quand on veut prototyper les réactions d'un service client quand on veut refondre un peu son service. Et moi, mon préféré, c'est les mock-ups, parce que je suis dans le numérique, forcément. C'est les maquettes Figma, SketchUp et autres qu'on peut utiliser, qu'on peut modifier, qu'on peut cliquer et qui nous font aller de page en page. Ça, j'aime beaucoup. Mais il nous faut un UX. Tester. Tester. Oui, il y a des ateliers en testing. Il y a tout simplement des tests utilisateurs. Tu demandes à tes utilisateurs de tester. Tu as fait un test. Moi, j'aime bien le A/B testing. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs souvent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On le voit sans savoir qu'on l'utilise. Généralement, Facebook, par exemple, fait une release de 2 versions différentes de leur mise à jour. Et juste sur une zone géographique ou sur une population de type, les versions vont être différentes. Et ils vont avoir les feedbacks rapidement de « Tiens, cette version-là est mieux reçue que la qu'ailleurs. Donc on va utiliser la version B et non pas la version A partout. » Et puis le test, ça marche aussi avec des choses beaucoup plus simples. Un questionnaire, on demande à l'utilisateur à la fin, vous avez pensé quoi de notre application, vous avez pensé quoi de notre service client, vous avez pensé quoi de ce nouveau produit. Et ça marche. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que le design thinking? C'est une méthode d'innovation centrée utilisateur, mais c'est plus que juste du design. Ça ne s'applique pas que au monde de l'informatique. Ça s'applique, comme je disais, aux services clients, aux produits physiques. C'est plus que des ateliers, puisque c'est un ensemble de processus et d'ateliers qui vont ensemble. C'est plus que simplement, tiens, on fait du brainstorm et on trouve plein d'idées. Donc ça marche ensemble. C'est plus que juste des méthodes. C'est un processus, un ensemble de choses qu'on va faire mettre ensemble. Et en conclusion, par rapport à notre thème de la soirée, la refonte, le design thinking va pouvoir nous permettre de faire naître des idées qui vont nous éviter de faire une refonte complète, mais juste changer une partie de ce qu'on connaît. Ou alors intégrer des changements dans l'existant, sans faire de refonte, mais qui vont nous faire avoir les mêmes effets. Très important aussi, ça va nous permettre de comprendre pourquoi la refonte est nécessaire et obligatoire. Ou alors, orienter la refonte simplement sur les besoins réels des utilisateurs et pas sur ce qu'on a envie de faire nous-mêmes. Et je vous laisse là. Est-ce que vous avez des questions pour Thibaut? Juste une remarque sur
une méthode sur laquelle on est passé les 6 chapeaux. Oui. D'expérience, c'est une méthode qui est très utile aussi quand on est en pleine conduite du changement, notamment quand on a sur l'organisation vraiment de l'entreprise où généralement on a des décisionnaires qui sont réfractaires justement à d'autres méthodes. C'est pratique pour changer de point de vue et donc justement aider à avancer justement tous ces processus derrière. Tu l'as déjà utilisé les 6 chapeaux de Bono ou... Oui, ok. très souvent. Moi jamais, je la connais de nom, mais jamais eu l'occasion de la pratiquer en tout cas. Pour le coup, on amène l'empathie comme ça. D'accord. Souvent. Oui, je vois tout. Merci. Moi, il y a un truc où j'ai été un moment un peu perdu, c'est que tu nous as parlé d'abord de l'approche causale, où en gros, on part d'un besoin, on part d'un problème et on va trouver comment je réponds à ce besoin. Mais finalement, c'est ce que tu nous as aussi expliqué sur le design thinking. C'est pas exactement le besoin et comment on répond au besoin, c'est plus je pars d'un objectif. J'ai un objectif, je veux y aller. Okay. Et comment je vais aller ça, cet objectif. C'est ça. Moi j'avais une question par rapport aux A/B tests. Un A/B test, ça suppose du coup qu'on veut tester 2 comportements différents ou 2 interfaces différentes, oui, et qu'on a un objectif qu'on va essayer d'améliorer d'un côté. Comment on fait pour choisir entre ces 2 versions-là quand le test en soi n'est pas significatif? Est-ce que tu as des conseils par exemple sur quoi choisir dans ce cas-là et dans quelle direction il faut y aller, parce que c'est pas très clair? Alors je pense que le problème vient pas du A/B testing, vient du fait qu'on a pas mal défini les tests et ce qu'on voulait tester okay, initialement. Normalement c'est assez clair quand tu vois tes utilisateurs. Tu as vraiment, notamment par exemple avec tout ce qui est Google Insights, où tu vois les clics et l'engouement des utilisateurs et combien de temps ils restent sur tes pages. Et tu vois très bien qu'avec un A/B testing, tu auras des... par exemple, si tu cherches à ce que tes utilisateurs restent plus, ou si tu cherches à ce que tes utilisateurs vont plus vers cette page en particulier, par exemple, tu vas le voir très rapidement. Par contre, si c'est plus juste du ressenti ou comment est-ce qu'ils apprécient une application, effectivement, c'est peut-être pas le A/B testing qu'il faut faire. Des métriques et des KPI. Ouais. Mais vraiment focus sur la partie qu'on va tester. Par exemple, pas forcément essayer de mesurer une rétention ou quelque chose comme ça global à l'application. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai vraiment pas de solution là-dessus. Désolé. Oui. Et du coup, dans le tableau que tu avais montré, on a vu que l'agilité se rapprochait quand même un peu plus de l'approche causale. En partie. En partie. Et le design thinking, plutôt complètement l'approche effectuelle. Oui. Donc, est-ce que... moi j'exagère, tu vas pas nous dire qu'il ne faut pas utiliser l'agilité, mais c'est qu'en fait il faut enrichir l'agilité avec... Je pense qu'il y a des pratiques ou des mindsets, en tout cas du design thinking, qu'il faut avoir. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'en France le design thinking ne prend pas du tout, c'est parce que le mindset français de base, l'échec c'est mal. La hiérarchie elle veut qu'on fasse. Il y a beaucoup de top-down. C'est très compliqué d'entreprendre en France en tout cas. Et je pense que c'est clairement ça qui fait que l'agilité est arrivée que tardivement en France par rapport aux US et Angleterre, et ce sera pareil pour le design thinking. Après, en revanche, si je peux me permettre, je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir une approche causale. Ça dépend du contexte. Ouais. Tout comme il n'y a rien de mal à faire du cycle en V, même si je peux donner trop d'agilité, mais en vérité, pas qu'on se fusée en agilité. Voilà, finalement, il y a quand même des cas où, selon le contexte, il faut trouver le bon framework. Gladys, donc dans la caméra, on a Gladys en train de dire il n'y a pas de mal à faire du cycle. En vérité, je pense que le design thinking n'est pas adapté à tous les contextes. Non, pas du tout. D'accord, ok, donc c'est vraiment en fonction du contexte qu'on va choisir. En vrai, juste pour du coup, il faut les utiliser quand il faut. Donc, que ce soit l'agilité ou le design thinking, en fait. Tout à fait. On n'est pas, contrairement à l'agilité, on n'est pas sur du framework ou de la méthode et autres, on est sur des outils et un ensemble de processus qu'on peut appliquer. Il n'y a pas de cadre. Il y avait une dernière question. Ah, là-bas aussi. Oui, tu nous as parlé tout à l'heure du processus du diamant. Oui.
on a vu, ça peut illustrer, il y a notamment plusieurs phases du design thinking, des phases d'élargissement du champ des possibles. On voit en effet avec le fait de ne pas avoir peur, d'oser des idées qui paraissent farfelues, etc. En effet, ça incite à élargir ce champ des possibles. Comment est-ce que tu fais du coup pour la deuxième phase, que ce soit pour la partie problématique comme la partie solution? Est-ce que c'est l'animateur finalement qui va guider l'équipe pour se rapprocher de la solution? Est-ce que ça se fait naturellement? Normalement, tu vas sûrement, alors dans la première phase, quand tu vas comprendre ce que font les utilisateurs, tu vas dire, ok, alors maintenant on a toutes les problématiques qu'utilisent les utilisateurs, laquelle on aimerait bien adresser aujourd'hui? Tiens, cette problématique-là sur mon panier, il est nul et j'aimerais bien avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. On prend ça, et maintenant on a un problème spécifique. Comment rendre le panier de l'utilisateur très visuel? Et rien n'empêche d'avoir plusieurs équipes qui travaillent sur différentes problématiques qui ont été ciblées pour ensuite justement les... Et c'est toi qui fais cette priorisation du coup? Alors moi je ne l'ai jamais fait, je suis juste fan. Oui, je pense, ouais, l'idée c'est que qu'il y ait quand même un consensus entre tous les participants en disant voilà quel est le point qu'on va tenter d'adresser aujourd'hui. Ça rejoint un peu moi l'interrogation que j'avais, parce que dans les, je citais les principes ou les commandements, en tout cas de design thinking, il y avait une seule conversation à la fois et ne pas sortir ne pas sortir du cadre, mais ouais, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'était rester concentré sur le sujet. Ouais, rester centré sur le sujet. Et du coup, j'ai du mal à avoir le côté partons dans tous les sens, laissons libre cours à l'imagination, et en même temps, restez concentré sur le sujet. Je pense que ça doit être difficile de dire attends, mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais non, c'est pas vraiment le sujet. Voilà. Le sujet, ça dépend de l'étape. C'est-à-dire que là, sur l'identifier, ton sujet, c'est connaître l'utilisateur. D'accord, donc là tu peux dire... Sur définir, ton sujet, c'est l'un de ceux que tu as pondu ici. Mais rien n'empêche d'avoir 5, 6, 7 équipes, 8 ateliers en parallèle qui chacun adresse un sujet. Okay. Bon, j'ai une question, est-ce que Apollo est en capacité d'accompagner ses clients sur une ou toutes les phases du design thinking? Parce que, je pense que j'ai un peu la réponse, mais comme tu disais toi que tu n'étais pas forcément un expert du design thinking, je me dis est-ce qu'il y a une... Du design thinking, non. Par contre, effectivement, sur certains ateliers, c'est des ateliers que j'ai l'habitude de mener sur des équipes agiles et autres, et en tant que facilitateur ou autre, mener ça, c'est assez pas simple, mais je veux dire, c'est un peu routine sur certaines parties. Je me dis quand même qu'animer des ateliers, ça nécessite quand même des compétences que tout le monde n'a pas forcément. Et parfois, d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça permet aussi plus facilement de faire émerger des idées et de libérer un peu la parole. Donc voilà, Apollo peut proposer cette prestation. Peut-être qu'on est en train de travailler sur l'offre en ce moment même. Donc, ouais, tout à fait. Donc, Aude discutera avec toi tout à l'heure. Eh bien, je vous remercie.